Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les faits saillants. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui Michael Keating, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Somalie. Et également dans l'actualité de ce 15 heures, renforcement des moyens d'exploration de l'énergie géothermique. Et dans l'actualité internationale, J-1 avant le sommet historique entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. C'était les sommaires, bienvenue à tous sur Télé Djibouti. Le président Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin Michael Keating, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Somalie. Ce dernier est arrivé à Djibouti à la tête d'une délégation onusienne. Au cours de cette rencontre, l'envoyé spécial pour la Somalie, Michael Keating, a fait part au président de la situation actuelle en Somalie. Il a évoqué les efforts qu'entreprend le gouvernement somalien actuel pour atteindre sa pleine autosuffisance, notamment dans la mobilisation des capacités techniques et financières adéquates. Il a parlé aussi des approches cohérentes et coordonnées que les autorités somaliennes tentent de mettre en place afin de bâtir une nation forte. Michael Keating a été reçu avec la représentante du PNUD, Mme Barbara Monzi, et plusieurs autres experts onusiens qui l'accompagnent. Ont également assisté à la rencontre le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Adan Hassan Adan. Eh bien, au cours d'une interview et peu après sa rencontre avec le chef de l'État, le diplomate Michael Keating a remercié le président Ismaël Omar Guelleh pour le rôle que joue Djibouti et les efforts considérables que le pays déploie pour parvenir à assurer la stabilité de la Somalie. L'envoyé spécial a par ailleurs assuré que le gouvernement somalien met en place des institutions fortes et que les acteurs sur ce plan sont positifs. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a également fait un point de presse sur cette rencontre en suivant ses explications. C'est Michael Keating qui est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Somalie. Cela fait déjà 2 ans qu'il fait un travail extraordinaire pour pouvoir rendre possible la stabilisation de ce pays ami, frère et voisin. Le rôle de Djibouti est un rôle essentiel, comme vous le savez. Nous avons toujours contribué à cet effort de stabilisation politique et sécuritaire de la Somalie. Aujourd'hui, je crois que nous sommes à un tournant dans cette situation que vit ce pays-là. Quand je dis un tournant, il y a des institutions maintenant qui se sont mises en place, un gouvernement qui travaille, et les Nations Unies ainsi que les pays de l'AMISOM, contributeurs à l'AMISOM, s'efforcent de contribuer à cet effort de construction des institutions politiques somaliennes, de construction de l'architecture de sécurité somalienne et surtout de pérenniser la stabilité interne de ce pays. Comme vous le savez, il y a en ce moment une forte tension, voire un conflit entre le Somaliland et le Puntland dans la région de Sol et Sanaag. Et il y a encore des difficultés de cohésion entre les régions de la Somalie et le gouvernement fédéral. C'est un rôle important que jouent les Nations Unies afin de créer cette cohérence dans le processus politique qui est en train de se mettre en place. Et je crois que Michael Keating, qui a déjà beaucoup travaillé, s'efforce également de mobiliser toutes les énergies dans la région pour faire en sorte que l'agenda qui a été mis en place par le gouvernement fédéral somalien, l'agenda de rédiger la constitution, de préparer les élections de 2020, de sécuriser les grands axes entre les régions, de faire en sorte que cette osmose et cette harmonie puissent exister entre les différentes régions et le gouvernement fédéral. Tout ce travail que les Nations Unies font sont un travail apprécié et Djibouti continuera à apporter son soutien et sa solidarité à travers les actions diplomatiques que nous menons sur une base régulière.
Le chef de l'État a en outre adressé un message de félicitations au président russe Vladimir Poutine. Le président Ismail Marguelé a adressé un message de félicitations à son homologue russe Vladimir Poutine, dont le pays célèbre sa fête nationale. Dans son message, le chef de l'État a formé des vœux de santé et de bonheur au président Poutine, ainsi que davantage de développement et de prospérité au peuple russe. Dans son message, le chef de l'État écrit « Le gouvernement et le peuple de Djibouti se joignent à moi pour souhaiter davantage d'essor économique, de bien-être et d'épanouissement à l'ensemble du peuple ami russe ». Le président Guelleh s'est par ailleurs réjoui des relations d'amitié et de coopération existantes entre les deux nations. Soyez sûr, Monsieur le Président, que nous n'aurons de cesse d'œuvrer toujours en faveur du renforcement de ces liens privilégiés, a-t-il poursuivi le chef de l'État, clôturant son message pour davantage de succès et de réussite pour le peuple russe. Également dans l'actualité, l'Assemblée nationale a tenu ce matin une réunion ordinaire du Parlement de la 8e législature. Ce matin, la séance était présidée par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad. Le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement, à leur tête, le Premier ministre, lors de l'ordre du jour, a porté sur les discussions et l'adoption de 13 projets de loi, dont le projet d'adoption des comptes de l'imprimerie pour 2015 et le projet d'adhésion et ratification des statuts des fonds Africa 50. Les parlementaires ont aussi discuté du projet du code de travail et du code de déontologie des agents publics. Ils ont aussi discuté du projet de l'Alliance solaire internationale et du projet de création de la Société immobilière et d'aménagement foncier SIAF et du projet de l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social à Rudos. Plusieurs autres projets étaient aussi à l'ordre du jour, notamment la ratification de l'accord prêt avec le fonds koweïtien et la ratification de l'accord sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements entre Djibouti et la Turquie et la création d'un centre d'entrepreneuriat et du leadership à Djibouti. Enfin, 3 autres projets étaient à l'ordre du jour. Il s'agit bien évidemment de la convention de prêt entre Djibouti et l'Exim Bank China, destinée à financer la deuxième phase du projet transfrontalier reliant Djibouti à l'Éthiopie. Et le fonds de l'OPEC destiné à financer le projet de la route d'accès au port de Tadjoura. Et le dernier projet, les parlementaires ont discuté de la création d'une agence nationale des personnes handicapées. Et l'ensemble des projets à l'ordre du jour ont été par les rapporteurs donc des différentes commissions des parlementaires, des amendements. Les ministres du gouvernement ont défendu chacun les projets de son département, apportant des éclairages sur certains points. Après des débats intenses et des échanges fructueux entre les parlementaires et les membres du gouvernement, l'ensemble des 13 projets à l'ordre du jour ont été adoptés par le parlementaire lors de cette séance observée ce matin. Un point sur l'ensemble des relations entre Djibouti et Japon a eu lieu aujourd'hui. La rencontre Djibouti-Japon s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères. Elle a été co-dirigée par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonetani. C'est la 6e rencontre du genre. Ce dialogue permet de faire le point sur tous les aspects de la coopération bilatérale et le partenariat économique. Le Japon apporte un soutien conséquent à Djibouti pour asseoir son développement sur des solides bases. Outre les cadres du département des Affaires étrangères ont également pris part à la rencontre le secrétaire général du ministère du Transport, Saïd Nouh, le commandant des gardes-côtes, le colonel Waïch Al-Bororé, ainsi que le directeur des affaires maritimes Ali Mirah Shehm. Consultation politique sur nos coopérations économiques entre la République de Djibouti et le Japon. Et c'est un grand honneur d'avoir la présence de Son Excellence, Monsieur le Ministre, et tous les participants importants qui sont responsables de tous les domaines de notre coopération, le développement socio-économique de la République de Djibouti. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a salué comme il se doit le partenariat établi avec le Japon. Je vous propose de suivre. Pour moi, un honneur et un plaisir d'assister donc à cette 6e édition des rencontres consacrées
à la coopération économique entre la République de Djibouti et le Japon. Rencontres qui cette année ont été rebaptisées consultations sur la coopération économique. Elles constituent un moment attendu d'échange et de coordination sur la situation économique de Djibouti en général et sur la coopération en matière de développement entre notre pays et le Japon en particulier. Le Japon est sans conteste depuis plus de 40 ans un de nos partenaires au développement le plus assidu. On ne peut que se féliciter de la longévité et de la vitalité de la coopération japonaise qui s'est caractérisée par son efficacité, sa qualité dans l'ouvrage et son impact direct et positif sur les populations. Djibouti intensifie ses moyens techniques d'exploration géothermique. Je vous le disais en titre, après Galalekoma, Djibouti va lancer une série de 3 forages à Fialé dans la partie nord de la zone d'Assal. Pour ce faire, Djibouti a fait appel à une entreprise islandaise sur financement de l'Agence française de développement et de la Banque mondiale pour lancer ce nouveau chantier du forage. Les équipements dans la foreuse principale sont arrivés au port multipurpose de Doralé et seront acheminés sur le site de Fialé. Il s'agit d'une foreuse spéciale prévue pour faire face à toutes les températures et effectuer des forages très profonds et directionnels. Cette première phase d'exploration doit durer 9 mois, comme nous l'a indiqué donc le responsable du projet auprès du directeur de l'électricité de Djibouti, M. Mohamed Chari. De forage profond. Donc nous allons forer 3 forages de profondeur de 1500 mètres avec la nouvelle technologie de forage dévié qui peuvent attaquer les failles pour avoir plus de vapeur et donc plus d'énergie. Donc nous comptons avoir jusqu'à 50 MW, même aller jusqu'à 100 MW. C'est de l'énergie écologique verte et qui sera donc normalement beaucoup moins cher que l'autre énergie. Donc ça va certainement diminuer le coût du kilowattheure et ça c'est bien pour le développement de l'économie et pour les citoyens. S'exprimant sur la phase du politique, le ministre de l'énergie, Yonis Aligedi, a indiqué que Djibouti a lancé sa première phase de développement sur les infrastructures portières. Aujourd'hui, le développement donc est lancé sur la partie énergétique, notamment sur le développement géothermique. Pour cela, le gouvernement donc va appuyer ces projets de foreuse qui va être donc lancé dans cette localité après celle de Galalekoma. Eh bien, tout cela pour que les ménages djiboutiens aient accès à de l'électricité à moindre coût et que le développement industriel s'amorce en République de Djibouti. Fin de citation. Écoutons à présent le directeur général du Centre d'études de recherche de Djibouti, M. Jalaloudine Mohamed. De la géothermie que la République de Djibouti a vécue, et notamment dans cette période des années 80 et en 87 lorsque les forages ont été faits. Sur cette même zone, un forage a été réalisé, parmi d'autres, le forage Assal 5, qui a une profondeur de 2105 mètres, une température très élevée, parmi les hautes enthalpies, 360 degrés Celsius, mais malheureusement pas de perméabilité, c'est-à-dire que l'eau ne pouvait pas circuler. Ceci est lié en fait à la géologie de ce site, qui est le rift d'Assal, qui est la séparation entre les plaques tectoniques, et qui est formé de roches dures où la perméabilité est contrôlée par des failles tectoniques qui vont à grande profondeur. Et donc aujourd'hui, la République de Djibouti a opté pour cette nouvelle technologie de forage, à savoir l'application des forages et des techniques déviées, donc directionnelles, c'est-à-dire que le forage aura une verticalité jusqu'à quelques centaines de mètres, et ensuite on va diriger le forage sur une direction différente pour aller toucher les failles et augmenter les chances de recouper les zones perméables. Donc cette technologie de forage dévié va permettre de recouper ces grandes failles qui traversent le rift d'Assal
de part en part entre le Goubet al-Kharab et le lac Assal et qui draine donc les fluides de l'eau de mer à grande profondeur jusqu'au réservoir géothermique autour d'une profondeur de 2000 à 2105 mètres de profondeur. Et donc l'objectif de ces forages qui sont réalisés, c'est 2500 mètres de profondeur, mais comme ce sont des forages déviés, la longueur de forage va atteindre jusqu'à 2800 mètres de profondeur. Nous espérons ainsi contrecarrer les difficultés que nous avons eues dans le passé, à savoir la salinité des fluides géothermiques des réservoirs profonds, haute enthalpie, par le fait que nous allons avoir donc une température plus élevée, un réservoir avec de l'eau marine parce qu'il y a une forte circulation grâce à ces failles et permettre des pressions élevées qui vont éviter toute incrustation dans le forage à l'intérieur. Social à présent, où les responsables de l'annexe du parti du Rassemblement populaire pour le progrès des quartiers 3 et 7 ont procédé à la distribution des habits neufs à une centaine d'orphelins ou d'enfants des familles à faible revenu. La cérémonie a été présidée par le doyen du parti, le député Ali Abdi Farah, membre du comité exécutif. Il a été entouré par la secrétaire d'État en charge du logement, Amina Abdi Adan, de la députée Safia Elmi Jibril ainsi que de plusieurs autres parlementaires. Cette rencontre avec les sympathisants et militants du plus vieux parti du pays a pris fin avec la distribution des habits neufs aux enfants orphelins et défavorisés, comme l'a toujours voulu notre tradition islamique. Dans le cadre de sa politique de soins de proximité, le ministère de la Santé organise des sorties en équipe mobile de façon régulière dans les localités les plus reculées du pays. Ainsi, l'équipe mobile du CMH de Tadjoura, conduite par le médecin-chef de la région, Dr Hassan Mohamed Hassan, est constituée d'un infirmier, d'une sage-femme et d'un agent de vaccination et un nutritionniste a effectué une sortie dans la localité de Garabtissan, située à 120 km de Tadjoura ville. L'équipe se félicite des résultats très satisfaisants de cette politique. On remarque que tous les enfants âgés de moins de 5 ans ont une couverture vaccinale à 100%, une prise nutritionnelle adéquate et une suivi régulière pour les femmes enceintes, ainsi que les personnes souffrant des maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension. Quelques rectifications, couverture vaccinale de 100%, prise en charge nutritionnelle adéquate, c'est ce qu'a donc indiqué le docteur du CMH de Tadjoura, docteur Hassan. Sport à présent avec cette finale entre les équipes de l'Opel contre l'équipe de Ouadag en présence du président du quartier Al Racing, le président de la société civile, M. Issé Baragoïta. C'était donc à Ouahlidaba. C'est suite aux coupes d'envoi des deux équipes se sont affrontées en pleine joie de foot et présenté une belle compétition. L'équipe de l'Opel a remporté cette victoire du tournoi de Ramadan. Et de là nous passons à ce qui fait la une aux nouvelles à travers le monde avec Fardous Hussein qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Fardous. Bonjour Ali. Et nous entamons donc avec ce sommet historique à Singapour entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un qui aura lieu donc demain. Et toute l'intention de la presse Fardous et des dirigeants des grands États est focalisée sur cette rencontre. En effet Ali, donc Donald Trump a affiché d'ores et déjà son optimisme et une forme d'impatience à la veille de son sommet très attendu avec Kim Jong-un sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Le regard du monde entier sont tournés vers Singapour
Singapour. Avec une même interrogation, le président américain 71 ans qui a accepté à la surprise générale de rencontrer l'héritier de la dynastie Kim de plus de 30 ans de son cadet, réussira-t-il ou tous ses prédécesseurs ont échoué. Personnage central des négociations en cours, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo qui a rencontré à 2 reprises Kim Jong-un à Pyongyang, a de son côté évoqué les rencontres substantielles et détaillées à J-1 entre les délégations des deux pays ennemis. Le tête-à-tête entre les deux hommes absolument inimaginable il y a quelques mois de cela, lorsqu'il était engagé dans une surenchère verbale faisant craindre le pire, est prévu demain dans l'hôtel de luxe de la cité des États asiatiques. Le sommet qui offre une visibilité internationale aux leaders du régime cloîtré dans son déplacement à l'étranger se compte sur le doigt des mains et déjà vu comme une concession de taille de la part des États-Unis. Enjeu les ambitions atomiques de Pyongyang sous coup de sanctions internationales draconiennes imposées au fil des années et des crises par le Conseil de sécurité de l'ONU. En Jordanie, cette fois, les manifestations des rues pour protester contre les mesures économiques de rigueur ont baissé d'intensité dans ce pays. À l'appel du roi Salman d'Arabie Saoudite, 3 pays du Golfe ont annoncé l'octroi d'aide à une économie jordanienne sinistrée. Et oui, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, le Koweït ont accordé une aide de 2,5 milliards de dollars à la Jordanie qui traverse une grave crise économique et sociale. L'enveloppe annoncée à l'occasion du sommet des 4 pays à la Mecque comprend un acompte versé à la Banque centrale de Jordanie, une garantie de la Banque mondiale et un soutien budgétaire sur 5 ans sur le financement des projets de développement. Cette rencontre s'est déroulée à l'invitation du roi Salman Ben Abdelaziz. En Irak, un dépôt où ont été entassés, Ferdouz, les urnes contenant les bulletins de vote des dernières législatives a pris feu alors que le Parlement sortant réclame avant un récompte des voix. Et oui, Ali, il y a un incendie qui a ravagé le dépôt où étaient stockés les bulletins de vote des législatives du 12 mai. Cet incendie s'est déclenché dans un dépôt d'Arussafa, la circonscription est de Bagdad, la plus grande du pays où 60% des bulletins de vote des 60 millions d'électeurs y étaient déposés. Une fumée noire, des incendies de mètres de haut étaient visibles dans la capitale et 2 heures après son déclenchement, les pompiers n'avaient pas réussi à maîtriser le feu. L'Irak s'apprête à recompter les 10 millions de bulletins de vote en raison des allégations de fraude à ces législatives. Terminons ce journal avec cette page sport où le tennisman espagnol Rafael Nadal Ferdouz a remporté son 11e titre du tournoi sur terre battue de Roland Garros. Et oui, Ali, le numéro 1 mondial Rafael Nadal s'est offert un 11e sacre record à Roland Garros en maîtrisant l'Autrichien Dominic Thiem, 8e mondial, encore trop tendre en 3-7, 6-4, 6-3, 6-2. C'était hier, ce 11e titre à Paris en 14 participations permet à l'Espagnol de 32 ans de devenir à 3 longueurs un record de trophée en Grand Chelem de Roger Federer qui l'a porté 20 fois et de conserver la place de numéro 1. Aujourd'hui, une alerte en début de 3e set 2-1 à l'avant-bras gauche. Il s'est ensuite fait masser à plusieurs reprises et s'est avéré sans conséquence pour Nadal. Merci Ferdouz Hussein pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.